Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 26 février 2022, dont voici le sommaire. Un grand nombre de transporteurs de biens des personnes à moto, vélos et bagages menacent d'abandonner le métier suite à la récente mesure du ministre de l'Intérieur. Une mesure qui ne manquera pas aussi de toucher le domaine fiscal, qui collecte chaque année dans ce secteur une taxe de plus de 700 millions de francs burundais. Au sommaire également, hausse du prix du charbon dans la ville de Gitega. Le coût élevé du bois et de multiples taxes sur un sac de charbon vendu sont évoqués parmi les raisons de cette hausse. Et dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, les intervenants se focaliseront sur la carence de l'engrais d'origine des pommiers dans le pays. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine et ouvrons cette édition sur la page politique. Les discours de Révérien Ndikuliyo qui appelle à l'exécution de toutes les personnes fautives est un des signes qui montre que le parti CNDD-FDD se comporte toujours comme au maquis. Réaction de Jérémy Minani après que le secrétaire général du parti CNDD-FDD ait encore une fois prononcé des discours qui font éloge aux exécutions extrajudiciaires. Jérémy Minani trouve que le raisonnement du secrétaire général du parti CNDD-FDD est soutenu par tout le monde au parti au pouvoir. Je vous propose d'écouter Jérémy Minani, président du parti RDB. Ce discours de Révérien Ndikuliyo cadre bien avec le comportement du CNDD-FDD quand il était un groupe rebelle. C'est comme ça qu'il se comportait. Chaque personne qui était en contradiction avec le discours officiel des dirigeants de ce mouvement était immédiatement exécuté. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de juridiction. Leur juridiction, c'était les armes, l'exécution sommaire. Alors, aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'ils ne sont plus dans le maquis. Ils doivent comprendre qu'ils gèrent un pays qui a des lois, une constitution qui garantit les droits et les libertés fondamentaux des citoyens, y compris les droits et les libertés des personnes qui ont commis des infractions. Ils ont des droits. Lorsqu'une personne commet une infraction, ce n'est pas le rôle des Imbonerakure ou des forces de défense de sécurité de la tuer. Il faut la traduire en justice. Il faut que les juridictions fassent leur travail. C'est ça que Eva Ndayishimiye et toute l'oligarchie qui gouverne notre pays, y compris Révérien Ndikuliyo, doivent comprendre. Il faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas seulement Révérien Ndikuliyo qui raisonne comme ça. C'est toute l'oligarchie du CNDD-FDD, à commencer par Eva Ndayishimiye et même avant lui, le feu Pierre Nkurunziza. Il raisonne de la même manière. Parce que si Eva Ndayishimiye n'était pas en accord avec Révérien Ndikuliyo, c'est ce discours qui se traduit d'ailleurs par des actions concrètes et des exécutions sommaires ordonnées par Révérien Ndikuliyo. Aujourd'hui, Révérien Ndikuliyo serait derrière les barreaux. Il ne serait pas président du CNDD-FDD, il aurait été remercié depuis longtemps. Les autres ne le disent pas, mais ils raisonnent de la même manière. Ils soutiennent ces exécutions sommaires parce que dans leur tête, il n'y a pas de place pour la loi, il n'y a pas de place pour un état de droit, il n'y a pas de place pour les juridictions. C'était Jérémy Minani, président du parti RDB. En page économie, une somme de plus de 700 millions de francs burundais est le revenu annuel de taxes collectées par le gouvernement sur les transporteurs de biens et de personnes sur moto, vélo et bagages. Néanmoins, ce montant risque de diminuer considérablement car grand nombre de ces transporteurs menacent d'abandonner le métier suite à la récente mesure du ministre de l'Intérieur qui les prennent tout simplement pour une interdiction de travail. Les détails avec Francine Mahol. Ce montant de plus de 700 millions est collecté pour 8000 motos, plus de 4000 bagages et plus de 8000 taxis vélos recensés à mairie de Bujumbura. Les motards et ceux qui utilisent les 3 roues indiquent qu'ils contribuent entre 42 000 et 60 000 francs burundais par là.
Quant au taxi vélo, chacun est obligé de payer des impôts de 4 000 francs par là. L'autorisation de transport, les contrôles techniques sont entre autres choses exigées pour pouvoir travailler. Les deux témoignent. Chaque moto paie 25 000 francs burundais pour le contrôle technique, 19 000 pour l'autorisation de transport et cet argent est payé tous les 3 mois. À cela s'ajoute l'assurance qui est payée à plus de 70 000. Quant au tricycle, l'assurance est de 42 650 francs par an, sans oublier 500 francs burundais versés chaque jour pour les frais de stationnement. En plus, il y a les frais pour la construction des routes. Là, chaque moto paie 10 000 francs par an. Vous comprenez que les taxes sont multiples. Actuellement, ceux qui font son transport rémunéré font savoir qu'ils sont dans l'embarras à cause de la mesure du ministère de l'Intérieur limitant les zones de travail. Ils indiquent que nombreux sont ceux qui vont abandonner le métier. La décision qu'ils avaient prise avant de nous interdire de franchir les ponts de la mairie de Bujumbura était plus ou moins bonne par rapport à la récente décision. Cette nouvelle décision vient pour nous empêcher la circulation. Qu'ils arrêtent de nous persécuter. Où est-ce que nous allons passer au moins pour payer ce contrôle technique et l'autorisation de transport? Ils sont au courant que nous payons des taxes chaque année et que nous faisons partie de ceux qui paient les fonctionnaires de l'État. Comment ils peuvent limiter les gens selon leur choix? Nous avons vraiment très mal accueilli cette décision. Pour rappel, la décision du ministère de l'Intérieur limitant les zones de travail pour les motards et les taxis vélos sera mise en application le 11 mars 2022. Nos sources parmi les motards font savoir que certains commencent déjà à vendre les motos pour s'en débarrasser définitivement. Merci à toi Francine Mahoro. En page société, les habitants de la zone Moussaga en commune Mouha dans la municipalité de Bujumbura accusent certains commerçants des produits de la Braroudi de majorer les prix des boissons comme l'hiver. Ces derniers jours, l'augmentation des prix varie entre 200 et 600 francs burundais par bouteille et les habitants demandent aux responsables administratifs de s'activer pour le respect des tarifs officiels. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Nous, les citoyens qui consommons les produits de la Braroudi, sommes attristés de voir que c'est seulement ici, en zone Moussaga, où les vendeurs de ces boissons semblent ne pas avoir des lois à suivre, ne respectent les autorités ni les prix fixés par l'État. Il s'agit de lamentation des citoyens des quartiers Kinanira 1, 2 et 4 de la zone Moussaga en commune Mouha dans la municipalité de Bujumbura. Ces habitants accusent certains commerçants des produits de la Braroudi de majorer les prix des boissons comme ils le veulent, une augmentation variant entre 200 et 600 francs par bouteille. Un des citoyens témoigne. Par exemple, le prix officiel de la Grande Amstel est de 1900 francs burundais, mais nous l'achetons à 2200 ou 2500 francs burundais, alors que le prix officiel de la boisson dite Béchou est de 1400 et est vendu à 1700 francs burundais. Le prix de la Primus est de 1500 francs selon les tarifs de la Braroudi, mais certains la vendent à 1700 et d'autres à 1800. Donc, sur toutes les boissons qui sont fabriquées par la Braroudi, à l'exception du Fanta et Viva, les prix sont majorés de 200 à 600 sur les prix officiels. Nous voyons alors que c'est une autre stratégie de voler la population en présence de la police et de l'administration. Les cabaretiers de la zone Moussaga sur la partie couvrant les quartiers Kinanira 1, 2 et 4 s'approvisionnent chez deux commerçants grossistes. Il s'agit de Leonidas Kabga et a un dépôt sur la 5e avenue situé près du marché et renommé Ndikurio qui possède un stock méga SSD situé sur la 4e avenue côté Kinanira 4. Ces citoyens de la zone Moussaga demandent aux responsables administratifs de s'activer pour le respect des tarifs officiels. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Debote Ndaïsenga, administrateur de la commune Mouha, pour entendre sa version sur les grognes de ses habitants. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. De Bujumbura cap sur Gitega, la capitale politique, où l'on parle de hausse du prix du charbon dans cette ville. Depuis à peu près 2 semaines, il est passé du simple au double. Le coût élevé du bois et de multiples taxes sur un sac de charbon vendu sont évoqués parmi les raisons de cette hausse.
Eric Nyonzima. Il y a environ 2 semaines, un sac de charbon de bois s'achetait 16 000 ou 17 000 francs burundais le sac. Aujourd'hui, il s'achète entre 26 000 et 27 000 francs burundais par sac et quelquefois plus. Pour les habitants longue date de cette ville, c'est la toute première fois que le prix du charbon de bois atteigne son niveau. Il déclare qu'il advenait que son prix monte jusqu'à 18, 19 ou 20 000 francs burundais, mais jamais plus. Les raisons de cette hausse du prix du charbon de bois sont variables. Les fabricants du charbon de bois évoquent la cherté des arbres servant à la production de ce combustible, du manœuvre coûteux pour l'obtention de permis de fabrication du charbon, ainsi que des taxes élevées sur chaque sac de charbon. Aussi évoque-t-il les pluies abondantes de cette période qui rendent difficile le travail de fabrication du charbon, d'où les certains se retrouvent obligés de suspendre leur travail jusqu'à la réduction des pluies. Les consommateurs qui achètent quotidiennement le charbon de bois mentionnent qu'ils sont victimes de cette hausse du prix du charbon. Il révèle que le budget quotidien du charbon a presque triplé. Il propose la détaxation de son combustible pour que son prix baisse, ne serait ce que d'une petite somme. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Après cette petite pause, nous parlons santé. Les syndicats des infirmiers SINAPA et SNTS décident de se regrouper en fédération. Depuis ce vendredi, ils ont formé une fédération dénommée Fédération nationale des syndicats du secteur de santé, FNSS. Le but, selon ce syndicat, est de travailler ensemble pour la protection des droits du travailleur. Mélance Hakizimana, élu président de cette fédération, fait savoir que les plaintes des malades en ce qui concerne l'accueil seront parmi les priorités. Suivez plutôt Mélance Hakizimana. La première priorité pour notre fédération, c'est la finalité de cette assemblée constituante qui vient d'être clôturée. Ça veut dire que nous prenons pour la solidarité. Donc nous voulons que tous les travailleurs du secteur de la santé travaillent solidairement. Comme ça, il n'y aura pas de problème, que ce soit au niveau de l'alimentation, celui qui est faible au niveau des compétences, on va sensibiliser les travailleurs, on va sensibiliser tous nos membres pour que les moins compétents soient assistés par les plus compétents et dans la mesure du possible, assurer une formation pour qu'elle soit à mesure d'assurer ces fonctions. Deuxièmement, nous allons analyser les défis qui hantent notre secteur. Comme ça, nous allons demander notre employeur de les analyser ensemble pour trouver une solution satisfaisante et pour les malades, et pour les travailleurs, et pour le gouvernement. Quand on parle de mauvais accueil ou de bon accueil, les gens ont tendance à croire que c'est le travailleur. Oui, on fait rencontrer un travailleur qui est animé de mauvaise foi ou bien incompétent. Et finalement, on constate qu'il a su des prestations de mauvaise qualité. Mais on peut aussi se retrouver devant une situation où il y a une mauvaise organisation, une mauvaise coordination. À ce moment-là, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons analyser la situation cas par cas. Et dans chaque cas, nous allons demander à notre employeur de se mettre ensemble pour analyser les défis qu'on aurait identifiés et trouver des solutions satisfaisantes pour tout le monde. C'était Mélance Hakizimana, élu président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé, FNSS. Le nombre de personnes dont le besoin d'une assistance humanitaire au Burundi devrait baisser cette année par rapport à l'année 2021. Toutefois, le nombre de personnes avec des besoins aigus a augmenté. C'est ce que l'on peut lire dans le rapport sorti ce vendredi du Bureau de coordination des aides humanitaires de l'ONU, OCHA en sigle. Le point avec Hérode de Vérémèche. 1,8 million de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire en 2022, selon l'analyse des besoins faite par les acteurs humanitaires au Burundi. C'est soit une diminution de 22% par rapport à 2021. Cette année, 2,3 millions de personnes avaient besoin d'une assistance. Malgré cette diminution, la gravité des besoins pour un certain nombre de personnes est actuellement élevée et devrait augmenter de 14% car 840 000 personnes sont dans le besoin aigu en 2022. Ils étaient 700 000 en 2021. Cette augmentation s'explique, selon le rapport de l'OCHA, par la détérioration des conditions de vie, d'adaptation et de résilience causées par des aléas climatiques chroniques et récurrents, des mouvements de population et de déplacement prolongés, ainsi qu'un nombre important de rapatriements et les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19 dans un contexte de faible résilience et de pauvreté de la population. Le rapport de l'OCHA précise que c'est dans le secteur de la santé que le nombre de personnes dans le besoin a augmenté.
Ce secteur a donc enregistré une augmentation significative de 36%, explique le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les chiffres montrent qu'au total, 789 000 personnes auront besoin d'une assistance en santé en 2022 contre 580 000 en 2021. La dite analyse des besoins humanitaires définit également la sévérité des besoins dans chacune des 18 provinces du pays. 12 provinces sont classées à des niveaux de sévérité inquiétants et les provinces Makamba, Rumongue et Ruyigi viennent en première position. Panique chez les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Depuis lundi, la zone fait face aux inondations. Pour le moment, une partie des habitants de Gatumba a fui ses ménages et de plus, les activités scolaires ont depuis été perturbées sur des établissements. Le détail avec Eloge Cuisir. Des écoles de la zone Gatumba qui observent la paralysie d'activités scolaires suite au débordement des eaux de la rivière Rusizi depuis lundi passé sont les Kofo Mushasha et les Kofo Kigende. Les habitants de la zone Gatumba indiquent que pour l'une de ces écoles, les élèves se déplacent vers un autre établissement pour continuer à étudier. Pour la deuxième école, des cours ont été suspendus. L'établissement étant totalement entouré d'eau, les enseignants ne viennent pas dispenser les cours faute de passage. Les élèves de l'Ekofo Mushasha se déplacent vers un autre établissement, mais pour ceux de l'Ekofo Kigende, il n'y a pas de passage pour aller à l'école. Alors, les enseignants ne se présentent pas. Ils ne peuvent pas trouver où passer à cause des inondations. Certains ménages de la zone Gatumba s'étaient aussi déplacés suite à ces inondations. Depuis hier, les familles retournent dans leur ménage parce que les eaux s'échappent petit à petit, mais il y a de la boue partout où nous mettons les pieds. Les gens s'étaient déplacés vers les zones non inondées. Ils mettaient de tentes n'importe où ils pouvaient trouver de l'espace. Les autres s'étaient installés dans des maisons en construction. On n'avait pas droit d'aller sur la route principale parce qu'on l'a défendu. Les habitants de la zone Gatumba ont peur surtout des fortes pluies de ces derniers jours. Ils craignent le pire durant les mois d'avril et mai. Merci aussi à toi, Eloge Cuisela. Le secteur de l'éducation au Burundi fait face à de nombreux obstacles qui empêchent les enfants à l'âge de scolarité de trouver de la place dans les écoles. C'est le constat des enseignants. Par le biais de leurs moyens de communication au journal Voix de l'enseignant, ils trouvent que la solution durable à ce problème est l'augmentation du budget alloué au secteur de l'éducation, tel que recommandé par spécialistes de l'éducation. Le détail avec Elvis Semio Mungere. Les enseignants, via le journal Voix de l'enseignant, indiquent en premier que plusieurs actions positives ont été menées dans le but de garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants en âge de scolarité. Les enseignants parlent ici de la gratuité de l'enseignement pour les enfants de l'école fondamentale, la construction de nouvelles salles de classe, de la réhabilitation des écoles détruites au temps de la guerre. Grâce à ces actions, poursuit les enseignants, le nombre d'élèves pour le premier cycle du fondamental est passé de 1 585 539 en 2007 à 2 313 818 en 2016. Toutefois, il y a encore des problèmes liés au nombre pléthorique d'élèves dans les classes, le manque de bas pupitres et le manque de livres repérer les enseignants. Cette difficulté, raconte-t-il, s'explique par le budget insuffisant alloué au secteur de l'éducation pour pouvoir construire de nouvelles salles de classe, pour acheter le matériel scolaire et pour recruter de nouveaux enseignants. De plus, poursuit les enseignants via les journaux, le pays ne dispose pas de tous ces moyens, alors que les aides fournies par les pays donateurs ont sensiblement diminué. Et pour faire face à tous ces défis, les spécialistes de l'éducation suggèrent de s'attacher tout d'abord au faible niveau de financement de l'éducation et de cibler les dépenses pour privilégier les méthodes qui améliorent l'accès à l'école pour tous les enfants, particulièrement les enfants les plus marginalisés. Ces spécialistes seront toujours les enseignants via les journaux, conseillent d'établir de solides structures de responsabilité pour améliorer la manière dont les apprentissages sont dispensés dans les écoles, pour améliorer le rendement scolaire et ainsi diminuer les cas d'abandon scolaire. Merci à toi aussi, Elvis Semio Mungere. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la carence de l'engrais de l'usine FOMI dans le pays. Au cœur de la société vous est présenté par Valérie Mouch.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministre de l'Intérieur a récemment donné 10 jours aux responsables de l'usine FOMI pour produire l'engrais nécessaire pour les agriculteurs des différentes provinces du pays. Depuis plus de 2 semaines, les grognes se multiplient au sein de la population qui accuse du retard dans la préparation de la saison culturale B. Qu'est-ce qui a causé l'indisponibilité de l'engrais FOMI? Le délai accordé par le ministre Gervais Ndirakobucha sera-t-il respecté? Voilà 2 questions auxquelles nous allons répondre au cours du mini-magazine Au cœur de la société de ce 26 février 2022. À la présentation, Valérie Moucho. Madame, Monsieur, bienvenue. Dans différentes provinces du pays, les agriculteurs continuent à se lamenter à cause de la carence d'engrais chimiques qui devrait normalement être disponible depuis le mois de janvier. Nos confrères de la télévision Renaissance et de la radio Inzamba ont parlé à certains agriculteurs de Makamba et Kayanza. L'engrais organo-minéral de l'usine FOMI devrait nous parvenir début janvier. Et déjà, le mois de mars va bientôt commencer sans avoir reçu cet engrais. La saison culturelle du haricot a déjà passé, car un agriculteur en ordre devrait semer le 5 février et nous payons à l'avance. Si tu n'as pas payé 2 mois avant, tu ne demandes rien. Les administratifs ont collecté de l'argent pour cet engrais. Nous avons attendu qu'il nous parvienne, mais en vain. Même si cet engrais nous parviendrait, ça ne servirait à rien. La saison culturelle est presque à terme. C'est une grande perte déjà enregistrée. Ici à Makamba, nous avons payé de l'argent à l'avance pour l'engrais organo-minéral de l'usine FOMI. Moi, j'ai payé de l'argent équivalent à 200 kg d'engrais. Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles, alors que les conditions climatiques changent de temps en temps. La saison pluvieuse se termine presque en avril. Nous ne pouvons plus semer et ne savons pas qui sera redevable de la perte enregistrée alors que nous avions payé à l'avance. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, le général Gervais Ndirakobucha, a ordonné publiquement aux responsables de l'usine FOMI de produire l'engrais pour les provinces qui en ont besoin dans l'urgence, avec un délai de 10 jours à ne pas dépasser. Il serait très dommage que les agriculteurs répondent à l'appel du chef de l'État, mais qu'ils ne récoltent pas à cause de notre ignorance, en conséquence par le manque de fumier. Sensibiliser les administratifs à la base, qu'ils doivent tranquilliser les agriculteurs et leur dire qu'ils recevront les quantités restantes utilisées lors du sarclage ou pour d'autres opérations. Nous donnons 10 jours à FOMI pour terminer avec la distribution des engrais chimiques partout où l'on en a besoin. Mais pourquoi y a-t-il pénurie d'engrais? Émile Nibasumba est un des journalistes de la Synergie des médias qui ont fait des investigations sur le sujet. Émile, est-ce que les raisons de l'augmentation de la demande évoquée sont exactes? Nos sources au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage nous ont dit qu'il s'observe une carence de fertilisants organominéraux parce qu'ils ont été vendus à l'extérieur du pays, principalement en République démocratique du Congo. L'usine FOMI avait déjà produit des engrais qui couvraient toutes les commandes des agriculteurs du pays depuis le 27 janvier dernier, affirment nos sources. Mais au lieu d'acheminer ces engrais vers les différentes provinces du pays, les camions se dirigeaient vers les frontières. C'est pour cela que les gouverneurs ont été associés, selon toujours nos sources. Chaque gouverneur a reçu l'ordre de se rendre au bureau du directeur général adjoint d'OFOMI, Elmenegilde Manyange, et ce dernier lui donnait une somme d'argent que nous n'avons pas pu déterminer. La mission du gouverneur était alors de s'assurer que les camions traversaient sa province sans aucun problème. Il devait donc avertir l'administration locale et la police. Compte tenu de l'organisation de cette affaire, nos sources pensent même que les plus hautes autorités du pays sont impliquées. Au sein du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est le directeur général chargé de la fertilisation des sols, Elias Ngendabanyikwa,
qui était chargé de veiller au bon fonctionnement de l'affaire, selon toujours nos sources. Les fertilisants FOMI ont été vendus à l'extérieur du pays parce que, premièrement, le pays a besoin de devises. Et deuxièmement, selon toujours nos sources, aujourd'hui c'est le moment favorable parce que les prix des engrais chimiques ont considérablement grimpé, certains passant même du simple au double sur le marché international depuis l'année passée, selon nos sources qui évoquent plusieurs raisons dont les conséquences liées à la pandémie de Covid-19. Le délai de 10 jours accordé à la FOMI par le ministre de l'Intérieur est-il suffisant? Non, le délai est trop court. Même un mois ne suffit pas, selon nos sources. Ces sources estiment même que le discours du ministre Gervais Ndirakobucha n'était que de la poudre aux yeux pour que les agriculteurs se tranquillisent alors que la production des engrais prendra encore plusieurs semaines. Nos sources se basent sur des chiffres et selon eux, la FOMI produit 600 tonnes de fertilisants par jour dans des conditions optimales. C'est environ 18 000 tonnes au bout d'un mois, toujours dans des conditions optimales. Or, les responsables de l'usine FOMI ont dit dans la réunion de mardi qu'ils avaient besoin de 10 000 tonnes seulement pour satisfaire le reste des agriculteurs. Des chiffres biaisés selon nos sources qui estiment que la plupart des 40 000 tonnes de fertilisants ont été plutôt vendues dans les pays voisins, la population n'ayant pas eu que des miettes. Il y aura donc un retard considérable pour les agriculteurs avec des conséquences sur la récolte, bien sûr. Et vous vous souvenez que la validation de l'utilisation de ces engrais FOMI a été une décision politique. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans nos émissions antérieures. Les recherches n'étaient pas encore terminées selon nos sources. Alors, au niveau de la synergie des médias, nous avons tenté de joindre les deux ministres cités dans l'affaire. Gervais Ndirakobucha, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, ainsi que Deogi Derurema, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Et tous les deux n'ont pas décroché leur téléphone portable. Nous avons également appelé Elias Ngendabanikwa, directeur général chargé de la fertilisation des sols au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi que Elmenegilde Manyang, le directeur général adjoint au sein de la FOMI. Tous les deux ont décidé de se taire lorsque nous leur avons demandé pourquoi les fertilisants organominéraux de l'entreprise FOMI ont été vendus dans les pays voisins alors qu'ils étaient destinés à la population locale. Merci Émile Nibasumba pour tous ces éclaircissements et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Valérie Moucho. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Valérie Moucho. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon week-end à tous.